Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. De nos jours, la ville de Bruges est synonyme de beauté, de vie, de week-end ou de court séjour inoubliables. Les béguinages, les églises, le beffroi, les carillons, bien sûr les canaux et les quais. À la fin du XIXe siècle, la ville était endormie, comme morte. À moins que cette épithète n'ait été imposée par le roman de Georges Rodenbach, Bruges la morte. Georges Rodenbach, qui fit tant pour la gloire de cette ville belge et avant tout flamande, et dont le roman ne plut guère aux habitants de Bruges. Cette Bruges du XIXe siècle finissant, ville catholique, aux mœurs sévères, tout à la glorification de la chasteté, était plus que le décor du roman, un personnage. Oublions la Bruges de notre XXIe siècle pour nous fondre dans la Bruges de Georges Rodenbach grâce à une adaptation signée Pierre Lartigue avec Nils Arestrup et Maud Dreyer. Réalisation Marie-France Nussbaum, première diffusion dans les samedis de France Culture le 16 janvier 1982. Dode Brugge. Voilà 5 ans que Hugues Viane était venu se fixer à Bruges, au lendemain de la mort de sa femme. Dode Brugge. La jeune femme était morte au seuil de la trentaine. Il la revoyait sur son lit du dernier jour, fanée et blanche comme la cire, l'éclairant. Celle qu'il avait adorée si belle avec son teint de fleurs, ses yeux de prunelle dilatés et noirs, dont l'obscurité contrastait avec ses cheveux, d'un jaune d'ambre, des cheveux qui, déployés, lui couvraient tout le dos, longs et ondulés. Les vierges des primitifs ont des toisons pareilles qui descendent en frissons calmes. Sur le cadavre gisant, Hugues avait coupé cette gerbe, tressée en longues nattes dans les derniers jours de la maladie. N'est-ce pas comme une pitié de la mort? Elle ruine tout, mais laisse intactes les chevelures. Les yeux, les lèvres, tout se brouille et s'effondre. Les cheveux ne se décolorent même pas. 5 années déjà. La tresse n'avait guère pâli, malgré le sel de tant de larmes. Il faisait un de ces temps gris de novembre où les cloches, dirait-on, sèment dans l'air des poussières de son, la cendre morte des années. Il se décida à sortir, non pour chercher au dehors quelques distractions obligées ou quelques remèdes à son mal, mais il aimait cheminer aux approches du soir et chercher des analogies à son deuil dans de solitaires canaux et d'ecclésiastiques quartiers. Il n'avait de souci que pour les portraits de la pauvre morte et le trésor de cette chevelure intégrale, qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelques tiroirs de commode ou quelques coffrets obscurs. Ça aurait été comme mettre la chevelure dans un tombeau. Il l'avait posée sur le piano, désormais muet. Simplement, gisante tresse interrompue, chaîne brisée, câble sauvé du naufrage. Et pour l'abriter des contaminations, de l'air humide qu'il aurait pu déteindre ou en oxyder le métal, il avait eu cette idée, naïve si elle n'eût pas été attendrissante, de la mettre sous verre. Écrin transparent, boîte de cristal où reposait la tresse nue qu'il allait chaque jour honorer. Comme Bruges était triste en ces fins d'après-midi. Il l'aimait ainsi. Tristesse, désastre, une équation mystérieuse s'établissait. Épouse morte, ville morte. Son grand deuil exigeait un tel décor. Ce soir-là, plus que jamais, tandis qu'il cheminait au hasard, le noir souvenir le hanta. Émergea de dessous les ponts où pleurent
les visages de sources invisibles. Une impression mortuaire émanait des logis clos. Des vitres comme des brouillés d'agonie, des pignons décalquant dans l'eau des escaliers de crêpes. Il longea le quai vert, le quai du Miroir, s'éloigna vers le pont du Moulin, les jardins du Béguinage bordés de peupliers. Et partout, sur sa tête, l'égouttement froid, les petites notes salées des cloches de paroisse, projetées comme d'un goupillon pour quelque absoute. Dans cette solitude du soir et de l'automne, où le vent balayait les dernières feuilles, il éprouva plus que jamais le désir d'avoir fini sa vie et l'impatience du tombeau. Il semblait qu'une ombre s'allongeât des tours sur son âme, qu'une voix chuchotante monta de l'eau. L'eau s'en venant au-devant de lui comme elle vint au-devant d'Ophélie, ainsi que le racontent les fossoyeurs de Shakespeare. Il entra dans l'église Notre-Dame. Qu'avait-elle donc, cette femme, pour se l'être attachée tout? Il y avait donc des amours pareils à ces fruits de la mer morte qui ne vous laissent à la bouche qu'un goût de cendre impérissable. Tout à coup, Hugues, qui d'ordinaire remarquait à peine les passants, si rares d'ailleurs, éprouva un émoi subit en voyant une jeune femme arriver vers lui. Il ne l'avait point aperçue d'abord, s'avançant au bout de la rue, mais seulement quand elle fut toute proche. Ce fut une secousse, une apparition. Hugues eut l'air de chavirer une minute. Il mit la main à ses yeux comme pour écarter un songe. Puis après un moment d'hésitation, tourné vers l'inconnu qui s'éloignait en son rythme de marche lente, il rétrograda, abandonna le quai qu'il descendait et se mit soudain à la suivre. Il marcha vite pour la rejoindre, allant d'un trottoir à l'autre, s'approchant d'elle, la regardant avec une insistance qui eût été inconvenante si elle n'avait apparu tout hallucinée. La jeune femme allait, voyait sans regarder, impassible. Il la suivait maintenant depuis plusieurs minutes déjà, de rue en rue. Il semblait attiré et effrayé à la fois, comme par un puits où l'on cherche à élucider un visage. Ce teint de pastel, ces yeux de nacre, ces prunelles dilatées et sombres. Eh bien oui, cette fois il l'avait bien reconnue. Et tandis qu'il marchait derrière elle, ses cheveux qui apparaissaient dans la nuque, sous la capote noire et la voilette, étaient bien d'un or semblable, couleur d'ambre et de cocon. Hugues garda de cette rencontre un grand trouble. Une semaine s'écoula d'attendre toujours déçu. Il y pensait déjà moins. Quant à lundi, il la revit, tout de suite reconnue, qui avançait devant lui. Il fallait s'approcher, la regarder, boire ses yeux retrouvés, rallumer sa vie à ses cheveux qui étaient de la lumière. Il fallait la suivre sans discuter, simplement, jusqu'au bout de la ville et jusqu'au bout du monde. Soudain, il la vit traverser la rue, s'acheminer vers le théâtre, dont les portes étaient ouvertes, et elle entra. Sans réfléchir à l'anomalie d'assister à une représentation théâtrale malgré le grand deuil dont il était vêtu éternellement, il se dirigea sans hésiter vers le bureau, demanda un fauteuil et pénétra dans la salle. Son œil fouilla vite toutes les places. Les rangs de stalles, les baignoires, les loges, les galeries supérieures qui se remplissaient peu à peu de maquillage. Elle seule n'arrivait point. Cependant, l'orchestre venait d'entamer l'ouverture de l'œuvre qu'on allait représenter. Il avait lu sur le programme de son voisin le titre en gros caractères
Robert le diable. Les actes s'écoulèrent sans rien lui apprendre. Il ne la reconnut pas parmi les chanteuses, ni non plus parmi les choristes, fardées et peintes comme des poupées de bois. Inattentif pour le reste au spectacle, il était décidément résolu à partir après la scène des nonnes, dont le décor de cimetière le ramenait à toutes ses pensées mortuaires. Mais tout à coup, au récitatif d'évocation, quand les ballerines figurant les sœurs du cloître réveillées de la mort processionnent en longue file, quand Helena s'anime sur son tombeau et rejetant linceul et froc ressuscite, Hugues éprouva une commotion. Comme un homme sorti d'un rêve noir qui entre dans une salle de fête aux lumières vacillantes. C'était elle. Elle était danseuse. C'était vraiment la morte descendue de la pierre de son sépulcre. C'était sa morte qui maintenant souriait là-bas, s'avançait, tendait les bras. Hugues eut vite fait d'être enseigné sur elle. Il sut son nom, Jeanne Scott. Un soir, il l'aborda. Elle répondit sans avoir l'air surpris. D'une voix qui bouleversa Hugues jusqu'à l'âme. La voix aussi. La voix de l'autre, toute semblable et réentendue. Dat weet ik niet. Mensen hoe bescheiden durven. Plusieurs fois, Hugues la revit. Nee, dat niet. Le sortilège opéra. Qui dira les passionnées étreintes d'un couple qui s'aime, longuement séparés. Les yeux comme des phalènes ont tout oublié. Les angles noirs, les vitres froides, la pluie au dehors et l'hiver. Les carillons sonnant la mort de l'heure pour ne plus papillonner que dans le cercle étroit de la lampe. Oubli total. Il semble que vivant, on vive déjà d'éternité. Hugues installa Jeanne dans une maison riante et la décida à quitter le théâtre. Il n'avait pas d'amour pour elle. Tout ce qu'il désirait, c'était pouvoir éterniser le leurre de ce mirage. Jeanne ne comprenait rien à ces allures anormales de Hugues, à ses muettes contemplations. Il venait la voir presque tous les jours, de préférence vers le soir, car il fallait compter avec la province qui était prude. En cette Bruges catholique surtout, où les mœurs sont sévères. Il semble que des innombrables couvents émanent un mépris des roses secrètes de la chair, une glorification contagieuse de la chasteté. À tous les coins de rue, dans les armoires de boiserie et de verre, s'érigent des vierges en manteau de velours. Parmi les fleurs de papier qui se fanent, tenant en main une banderole avec un texte déroulé, « Je suis l'Immaculée ». Les bourgeoises curieuses dans le vide des après-midi inoccupés surveillaient son passage, assises à une croisée. L'épiant dans ces sortes de petits miroirs qu'on appelle des espions et qu'on aperçoit à toutes les demeures. Ainsi on connut vite toutes les allées et venues de Hugues. Lui ne soupçonnait rien. C'est si bien la morte qu'il continuait à honorer qu'il n'avait jamais cru un instant manquer de fidélité à son culte ou à sa mémoire. Il allait longuement, dès son lever, s'attendrir encore devant les portraits de sa femme. Là, une photographie à l'âge où elle était jeune fille, peu de temps avant leur fiançailles. Ici, sur un guéridon, dans un cadre niellé, un portrait des dernières années, où elle a déjà un air souffrant et de lys qui s'incline. Hugues y mettait ses lèvres et les baisait comme une patène ou comme des reliquaires. Chaque matin aussi, il contemplait le coffret de cristal où la chevelure de la morte toujours apparente reposait. Mais à peine s'il enlevait le couvercle, il n'aurait pas osé la prendre, ni tresser ses doigts avec elle. Et puis, il s'en allait chez Jeanne, ainsi qu'à la dernière station de son culte. Jeanne qui possédait, elle, la chevelure tout entière et vivante.
Un jour même, pour se leurrer dans une identification plus spéciale, Hugues avait eu une idée bizarre qui le séduisit aussitôt. Ce n'est pas seulement de menus objets, des portraits qu'il conservait de sa femme. Son linge d'autrefois était complet et empilé dans les tiroirs avec un nouveau buis béni chaque année. Des sachets le conservaient intact dans son immobilité un peu jaunie. Les robes aussi, toutes les anciennes toilettes, pendaient dans les armoires. Soie et popeline vidées de gestes. Hugues ne sut comment communiquer sa folle idée. Il choisit 2 robes, les étala soigneusement dans une malle qu'il fit porter à Jeanne. Jeanne poussa de petits cris et sautilla. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Des cadeaux? Une robe? Oui, des robes. Ja, maar vast. Oh, tu es gentil. Il y en a donc plus d'une? 2. Ik zie je haar. De quelle couleur? Vite, laisse voir. Ik ga het niet. Er zijn hier vrouwenportretten. Et elle s'approchait la main tendue demandant la clé. Hugues ne savait quoi dire. Il n'osait pas parler, ne voulant pas se trahir, expliquer le maladif désir auquel il avait cédé comme un impulsif. La malle ouverte, Jeanne exhuma les robes et enveloppa d'un rapide coup d'œil. Quelle façon laide. Et ce dessin dans la soie comme c'est vieux. Vieux? Oh, mais où les as-tu achetés? Et dans la jupe? Ces draperies, il y a 10 ans qu'on portait cela. Mais elle jugea drôle de se parer elle-même de ses défroques. Elle ôta son peignoir, et les bras nus, ajustant la guimpe qui recouvrait son corset, refoulant les dentelles de sa chemise. J'ai l'air d'un vieux portrait. Et elle minaudait, se contorsionnait, monta sur la table en relevant ses jupes pour se voir tout entière. Hugues contemplait. Cette minute, qu'il avait rêvée culminante et suprême, apparaissait polluée, triviale. Elle se mit à danser. Hugues se sentait un malaise d'âme grandissant. Elle lui donna durant un instant cette atroce impression de revoir la morte, mais avilie, malgré le même visage et la même robe, l'impression qu'on éprouve les jours de procession, quand le soir on rencontre celle ayant figuré la Vierge ou les saintes femmes, encore affublées du manteau, des pieuses tuniques, mais un peu ivres, tombées à un carnaval mystique sous les réverbères. Jeanne se lassa de ses humeurs noires, de ses longs silences. Maintenant, quand il arrivait le soir, elle n'était pas revenue. Où allait-elle? Inquiet, triste, craignant les regards, il marchait sans but, à la dérive, gagnait des quais proches, longeait les bords de l'eau, arrivait à des places symétriques, attristé d'une plainte d'arbres, s'enfonçait dans les chevaux infinis des rues grises. Les rues de Bruges. Hugues aimait s'ensevelir dans le silence de la petite chapelle de Jérusalem. C'est là surtout que se dirigeaient au couchant les femmes amantes. Hugues arrivait au sanctuaire d'art où rayonne la célèbre châsse de Sainte-Ursule, telle qu'une petite chapelle gothique en or, déroulant de chaque côté sur 3 panneaux l'histoire des 11 000 vierges. Tandis que dans le métal émaillé de la toiture, en médaillons fins comme des miniatures, il y a des anges musiciens, avec des violons couleur de leurs cheveux et des harpes en forme de leurs ailes. Ainsi le martyre s'accompagne de musique peinte. Le sang coule, mais si rose. Les blessures sont des pétales. Le sang ne s'égoutte pas, il s'effeuille des poitrines. Les vierges sont heureuses et toutes tranquilles, misant leur courage dans les armures des soldats qui luisent en miroir, et l'arc d'où la mort vient leur paraît doux comme le croissant de la lune.
Un soir de dimanche, il entra par hasard dans la cathédrale. Le prêtre prêchait sur la mort. Il lui semblait qu'il était seul, que le prêtre se tournait vers lui, s'adressait à lui. Oui, il était en état de péché. Il avait eu beau se leurrer sur son coupable amour et invoquer vis-à-vis de lui-même cette justification de la ressemblance. Il accomplissait l'œuvre de chair. Il faisait ce que l'Église a toujours réprouvé le plus sévèrement. Hugues sortit de l'Église dans un trouble infini. L'idée du péché tourna en lui, tournoya, enfonça son clou. Et les cloches étaient de connivence. Elles tournoyaient comme les corneilles autour des tours, bousculant, lui entrant dans la tête, le violant et le violentant pour lui ôter son misérable amour, pour lui arracher son péché. Hugues souffrait. Le visage de Jeanne avait pris une certaine dureté. La fantaisie aussi lui était revenue, comme au temps de sa vie de théâtre, de se velouter de poudre les joues, de se carminer la bouche, de se noircir les sourcils. Jeanne raillait, ironique, dure, emportée. Il se remémorait alors la douceur de la morte, son humeur égale. Les différences entre les deux femmes se précisaient chaque jour davantage. Hugues cédait pourtant à tous les caprices de Jeanne. Elle ne lui en sut aucun gré. Maintenant, elle prétendait avoir quelques relations. À la longue, il conçut des soupçons. Il l'épia. Il avait surpris des mensonges chez Jeanne. Il fut bientôt éclairé tout à fait. Quand plurent chez lui, selon une habitude dans ces villes de province, les lettres, les cartes anonymes pleines d'injures, d'ironie, de détails sur les tromperies, les désordres soupçonnés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il était sans colère. Tu es assez sot pour croire à des lettres anonymes? Eh bien, si c'était vrai. D'ailleurs, j'en ai assez de vivre ici, je vais partir. À cette solennelle minute, il sentit qu'après les illusions du mirage et de la ressemblance, il l'avait aimée aussi avec les sens. Toutes ces idées lui tourbillonnaient dans la tête. Ouais, j'étais fou. Comme s'il avait pleuré en dedans. Jeanne profita de l'alerte. Elle avait compris quel pouvoir elle avait sur cet homme. Une envie lui était venue d'aller un jour dans la maison de Hugues, cette vaste et antique maison du quai du Rosaire. Elle se fit calme. C'était comme un renouveau entre eux, une embellie rose et tiède. Justement, une occasion favorable s'offrait. On était en mai. Le lundi suivant avait lieu la procession de 500, annuelle sortie, depuis des siècles, de la chasse où est conservée une goutte de la plaie ouverte par la lance. La procession défilerait au quai du Rosaire sous les fenêtres de Hugues. Tu veux? Jeanne n'avait jamais assisté au célèbre Je viendrai chez toi. Nous dînerons ensemble. De bonne heure, quand tout le monde dort. Dis, c'est convenu. C'était la voix des commencements. Cette voix de tentation que toutes les femmes possèdent à certaines minutes. Voix de cristal qui chante, s'élargit en halo, en remous, où l'homme cède, tournoie et s'abandonne. Au balcon, les femmes agençaient des draperies aux couleurs papales, des étoffes blanches. Grisées à l'odeur des roses trémières, des grands lys, des marguerites, des sauges, des romarins, des roseaux. Elle plongeait les mains dans des corbeilles remplies de corolles, d'ouates fraîches, de duvet d'ailes mortes. Par les fenêtres arrivait le grandissant concert des cloches de paroisse qui, l'une après l'autre, s'ébranlaient.
On sonna. C'était elle, en retard, rouge d'avoir marché vite. Elle pénétra, brusque, impérieuse, engloba d'un coup d'œil le grand corridor, les salons aux portes ouvertes. La procession ne tarderait pas. Hugues avait allumé lui-même les cires sur l'appui des fenêtres. Il monta avec Jeanne au premier étage. Dans le cadre de la fenêtre apparurent les chevaliers de Terre Sainte, les croisés en drap d'or et en armure, les princesses de l'histoire brugeline. C'étaient des étoffes anciennes, des dentelles rares, des bijoux de famille séculaires. L'évêque parut, sous un dais, portant la châsse, une petite cathédrale en or surmontée d'une coupole, où parmi 1000 camées, diamants, améthystes, topazes, perles fines, siège l'unique rubis possédé du 500. Hugues en avait oublié la réalité. Jeanne, de le voir attendrir, ricanait. Elle regarda du seuil les salons. Il fit quelques pas, entra plus avant, comme réprouvé par l'allure sévère des pièces. Jeanne se sentait mal accueillie, anormale, étrangère, en désaccord avec les miroirs, hostile aux vieux meubles. Elle examinait, indiscrète. Tu as des portraits de femmes ici? Tiens, en voilà une qui me ressemble. Et elle prit un des portraits. Laisse ça. Oh! Hugues s'avança, lui prit des mains le portrait. Les bougies non encore éteintes qui avaient brûlé sur l'appui des fenêtres pour la procession éclairaient les salons comme des chapelles. Jeanne avait passé dans l'autre pièce, touchant à tout, bouleversant les bibelots, chiffonnant les étoffes. Tout à coup, elle avait aperçu sur le piano le précieux coffret de verre. Et pour continuer la bravade, soulevant le couvercle, en retira, toute stupéfaite et amusée, la longue chevelure, la déroula, la secoua dans l'air. Hugues était devenu livide. C'était la profanation. Toute sa rancœur, le flot des souffrances bues, les soupçons, les trahisons, le guet sous les fenêtres, dans la pluie, tout cela lui remonta d'un coup. Mais Jeanne, tandis qu'il s'élançait, se retrancha derrière la table, comme par jeu, le défiant de loin, suspendant la tresse, l'amenant vers son visage et sa bouche comme un serpent charmé, l'enroulant à son cou, boa d'un oiseau d'or. Prends-la-moi. 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 Il l'atteignit. Elle avait encore la chevelure autour du cou, se débattant, ne voulant pas la rendre. Fâché, l'injuriant maintenant parce que ses doigts crispés lui faisaient mal. Prends-la-moi, veux-tu? Alors Hugues s'affola. Une flamme lui chanta aux oreilles, du sang brûla ses yeux. Un vertige lui courut dans la tête, une soudaine frénésie, une crispation du bout des doigts, une envie d'étreindre quelque chose, de casser des fleurs, une sensation et une force d'étau aux mains. Il avait saisi la chevelure que Jeanne tenait toujours enroulée à son cou. Il tira, serra la tresse qui, tendue, était roide comme un câble. Comme le souffle d'une bulle expirée à fleur d'eau, elle tomba. Morte pour n'avoir pas deviné le secret.
C'était Bruges la morte de Georges Rodenbach, adaptation Pierre Lartigue avec Nils Arestrup et Maud Dreyer. Réalisation Marie-France Nussbaum, première diffusion sur France Culture le 16 janvier 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.